Donc, je suis postdoctorante dans un projet européen, Lec-Value, qui porte sur l'analyse des filières légumineuses à graines dans différents pays européens. Et j'ai soutenu ma thèse assez récemment, en septembre dernier, ma thèse qui portait donc sur la contractualisation dans le secteur des grandes cultures et le rôle des contrats de production pour développer des filières de diversification. Donc Pierre m'a invité à présenter aujourd'hui, puisqu'en fait, la contractualisation peut être un levier pour éco-innover dans les filières. Et donc on a décidé en fait de rentrer sur la question de la contractualisation pluriannuelle. Donc ce que je vais vous présenter ici, ce n'est pas proprement dit des résultats d'un projet de recherche, mais plus des éléments de réflexion issus de l'ensemble de mes travaux de thèse et qui pourra alimenter aussi les discussions dans l'atelier. Donc, je voudrais tout d'abord réinsister en fait sur l'importance de la coordination verticale lorsque les opérateurs des filières souhaitent développer ce qu'on appelle une innovation couplée, c'est-à-dire une innovation qui va impliquer conjointement une innovation à l'amont et à l'aval des filières. Donc, on a plusieurs exemples d'éco-innovation couplée. Donc, par exemple, Alain nous a parlé des cultures de diversification comme les légumineuses à graines. Donc, c'est tout d'abord une innovation agronomique pour les agriculteurs, qu'on peut qualifier d'éco-innovante, puisqu'elle permet notamment de diminuer les gaz à effet de serre. Mais c'est aussi quelque chose qui va impliquer des innovations, par exemple technologiques au niveau de la collecte, mais aussi au niveau de la formulation de produits agroalimentaires. Voire ici, je ne les ai pas représentés, mais des innovations de type plus institutionnel pour créer une marque ou un label afin de valoriser ses productions. On a plusieurs autres exemples, comme les cultures associées qui vont impliquer des innovations technologiques au niveau des procédés de triage, ou encore le cas par exemple des variétés de blé rustique qui vont impliquer aussi d'innover au niveau des procédés technologiques pour panifier par exemple. Donc, dans la théorie économique, on distingue en fait plusieurs façons de se coordonner verticalement, c'est-à-dire d'encadrer finalement ces transactions entre acteurs. Donc, on a trois grands archétypes, on va dire. Donc, tout d'abord, le premier, c'est de s'organiser au travers du marché spot. Donc là, l'élément déterminant va être le prix. Donc ça fonctionne très bien lorsqu'on est sur des transactions relativement standardisées, sur ce qu'on peut appeler des commodités. Et donc, ce qui fait que les acteurs vont se coordonner, ça va être le prix. À l'autre extrême, on va avoir par exemple l'intégration, où finalement, si on est sur des transactions très spécifiques, un industriel peut décider d'intégrer l'ensemble des maillons de la filière, c'est-à-dire de contrôler l'ensemble des étapes technologiques. Entre ces deux extrêmes, on a ce qu'on appelle les formes hybrides. Et en fait, on peut parler d'un continuum de différents types. Et dans ces formes hybrides, on va avoir toute une diversité de contrats, dont les contrats, moi, que j'ai étudiés dans ma thèse, que sont les contrats de production. Donc, qu'est-ce qu'un contrat de production? C'est un contrat qui va définir une quantité, une qualité sur un produit, un niveau de prix et également des conditions de production. Donc, on va le distinguer par rapport à des contrats de commercialisation qu'on pourrait placer plutôt ici, qui vont définir surtout des quantités, des qualités, des prix et un peu moins des conditions de production. Donc, le choix en fait de choisir plutôt du marché, des contrats de production, de l'intégration, ça va dépendre du type de transaction auquel on a affaire. La durée ensuite de ces contrats va varier. Donc, que nous dit la théorie économique là-dessus? Bon, un contrat, d'abord, c'est un engagement réciproque sur des comportements futurs. Donc, dans tous les cas, ça permet une projection commune des acteurs vers quelque chose qui va se passer dans le futur. Après cela, on peut se poser la question à combien de temps, à quelle temporalité on va se projeter dans le futur. Et donc là, se pose la question de la durée du contrat qu'on va mettre en place. Donc, ce que nous dit la théorie, notamment des coûts de transaction, c'est que finalement, ce qui va s'opérer, c'est un arbitrage entre d'un côté un besoin de sécurisation et de l'autre côté un besoin de flexibilité. Donc, pour m'expliquer, plus on va avoir des investissements qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas redéployer sans coût à d'autres acteurs ou à d'autres usages, on va pouvoir sécuriser ces investissements spécifiques. De l'autre côté, si on a de fortes incertitudes qui entourent la transaction, ça va être assez compliqué de se projeter et de finalement de rentrer dans une contractualisation qui va rigidifier les conditions d'échange. Et donc là, on va plutôt rechercher de la flexibilité. Donc les propositions théoriques, finalement, c'est que plus les investissements sont spécifiques, plus le contrat sera long. Et à l'inverse, plus l'incertitude entourant la transaction est élevée,
plus le contrat sera court. Donc dans les travaux scientifiques, ces propositions elles ont été testées de façon économétrique dans d'autres secteurs que l'agriculture, par exemple pour les contrats de charbon aux États-Unis, en montrant que plus, par exemple, les mines étaient proches des centrales électriques, plus on avait des contrats de long terme pour l'approvisionnement et l'achat de charbon. Donc, puisque ces contrats pouvaient aller de 3 à 12 ans, et donc dans le cas où on avait une spécificité de site, les contrats allaient jusqu'à 12 ans. Dans le secteur agricole, on n'a pas d'études similaires économétriques qui testent la durée des contrats de production. Mais en revanche, j'ai quelques éléments issus de ma thèse empirique qui peuvent nous fournir quelques enseignements. Donc moi, pendant ma thèse, j'ai eu plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'avais fait une enquête exploratoire auprès de 20 coopératives leaders en France pour comprendre comment elles mettaient en place des contrats de production. Et ensuite, j'ai eu plutôt des études de cas, avec une étude de cas approfondie sur une filière de lin oléagineux, d'autres études de cas plus approfondies sur des filières légumineuses à graines. Et donc, ce que je vous ai dit que je suis en train de faire dans le projet européen, c'est une comparaison avec, on a 30 cas en fait au niveau européen, donc ça fournit aussi quelques éléments. Donc, la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que finalement, les contrats pluriannuels, ça reste une exception dans le secteur agricole. Donc là, sur les 20 coopératives enquêtées, on avait finalement un panel quasiment de 100 contrats de production différents. Et sur ces 100 contrats de production différents, j'ai identifié une seule coopérative qui avait des contrats de 7 ans sur du colza biodiesel. Et ensuite, bon, il y avait... Après, on pouvait trouver de la contractualisation pluriannuelle en aval, c'est-à-dire entre la coopérative et l'industrie, donc notamment pour les colzas soit biodiesel ou colza érucique, qui sont des colzas destinés en fait à l'industrie cosmétique par exemple. Mais avec les agriculteurs, on reste sur des contrats qui sont annuels. Donc ensuite, ce qu'on peut retenir donc, des filières de diversification, c'est que les contrats donc, sont annuels, ils sont passés, ils sont passés avant le semis, pour que ce soit des contrats de production. Ils visent avant tout à planifier, à orienter la production, à sécuriser des investissements, mais qui restent annuels. Et donc on a la particularité d'avoir des prix minimum garantis avec des compléments de prix variables après la récolte. Finalement, ces contrats, ils sont renégociés chaque année. Donc ça représente forcément des coûts de coordination élevés, mais en même temps ça permet le maintien d'une flexibilité et ça évite aussi des coûts de maladaptation des contrats dans le temps. Donc là j'ai essayé de faire une synthèse en fait de l'intérêt et des limites de la contractualisation pluriannuelle, donc c'est issu à la fois de mes entretiens dans la thèse et de la littérature. Donc sur plusieurs aspects, donc tout d'abord sur l'aspect des prix. Donc l'intérêt qu'on retrouve, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur les niveaux de rémunération donc pour les agriculteurs. Et donc ça peut permettre, c'est un argument qui revient souvent dans le débat, de s'affranchir en fait de la volatilité des cours de marché et éventuellement de partager les risques de prix entre acteurs. Donc là j'ai rajouté 6 prix fixes parce que dans les faits, on peut avoir des contrats qui sont pluriannuels mais avec une formule de prix dans le contrat qui va être indexée sur des marchés. Donc finalement, là, le prix ne va pas être fixé sur plusieurs années. La limite, lorsqu'on contractualise sur des prix fixes sur plusieurs années, c'est qu'on peut se décaler par rapport au marché. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir une possibilité de perdre ou de gagner relativement au prix de marché. Autrement dit, un agriculteur qui va contractualiser sur un prix fixe une année peut être content parce qu'il va avoir un prix de rémunération supérieur au prix de marché, mais ce n'est peut-être pas le cas l'année suivante où il va avoir un prix de rémunération inférieur à celui du prix de marché. Une autre limite, c'est que cet intérêt d'avoir une meilleure visibilité ne résout pas le problème des rapports de force dans la négociation des prix. Donc finalement, un contrat, il y a quand même ça à prendre en considération. Bon là j'ai mis solution, c'est juste des éléments de discussion qu'on peut avoir aussi. Donc la solution face à ça, c'est aussi de renforcer la coordination horizontale des agriculteurs pour améliorer leur rapport de force dans les pouvoirs de négociation sur les prix des contrats. Ensuite, un autre intérêt plus relatif à la production, c'est, je l'ai déjà dit, de sécuriser des approvisionnements pour un industriel. Donc par exemple, un industriel qui va investir dans une usine de transformation dans un bassin de production donné, va avoir besoin de sécuriser ses approvisionnements sur du moyen terme. Et donc ça, les contrats permettent cela. Du côté des agriculteurs, ça va améliorer la planification de leur travail, puisqu'ils peuvent se projeter.
Donc, savoir en fait avant le semis qu'ils vont avoir un débouché puisque c'est contractualisé. Donc les limites en revanche, c'est que ça ne permet pas d'exclure en fait la variabilité intra- et pluriannuelle des rendements et des qualités qu'un agriculteur peut retrouver dans sa production. Donc finalement, d'un côté, on va sécuriser, mais on peut aussi augmenter les risques de non-conformité des agriculteurs. Dans certains contrats de production, les coopératives vont mettre par exemple des bonus ou des malus en fonction de la qualité. Donc le contrat ne va pas permettre d'empêcher le fait qu'il y ait une variabilité due aux conditions pédoclimatiques. Donc là, les solutions, elles sont de divers types. C'est à la fois de prévoir des zones de tolérance dans les contrats. Donc ça passe par une gouvernance, je vais y revenir après. Et les autres solutions, c'est aussi de mettre en place des dispositifs de mutualisation. Donc typiquement, c'est le rôle normalement du coopérative de mutualiser le risque qui est lié par exemple à de la variabilité rendement pour avoir une variabilité moindre si on mutualise le risque entre différents producteurs. Le dernier intérêt très fort des contrats, c'est finalement d'encourager, de sécuriser l'investissement, j'en ai déjà parlé, des investissements qui peuvent être matériels, donc lorsqu'on investit dans un équipement en machine ou en infrastructure, mais c'est aussi d'encourager et de sécuriser des investissements intangibles et humains, c'est-à-dire par exemple employer de nouveaux salariés qui vont être dédiés à la structuration de filières. Donc j'ai plusieurs exemples, on peut en rediscuter après. Ou bien justement, Alain en a parlé, d'investir dans des projets de recherche et développement qui vont être spécifiques à cette filière. Donc finalement, l'intérêt est alors d'engager des opérateurs dans une démarche de progrès en sécurisant leurs investissements. Simplement, très rapidement, je voulais réinsister sur le fait que les contrats donc on peut avoir des contrats pluriannuels ou alors des contrats renouvelés dans le temps. Donc ça c'est issu d'un article que j'ai publié et qui présente en fait une association dans le cadre de la filière lin oléagineux. Et donc ce qu'il faut retenir simplement de ce schéma que je ne vais pas détailler, c'est simplement que des contrats qui sont bilatéraux et annuels, donc là SO ça représente les organismes de stockeurs, Bayer c'est l'industriel qui achète, en l'occurrence c'est une industrie de la nutrition et de l'alimentation animale. L'industrie donc peut acheter via des contrats bilatéraux annuels, mais ceux-ci sont intégrés dans une structure de gouvernance collective. Donc dans ce cas-là, finalement, on a une association qui s'appelle Graines Tradition Ouest, qui va rassembler à la fois une industrie, plusieurs organismes stockeurs qui sont sur un même territoire, qui sont concurrents, et des représentants d'agriculteurs. L'intérêt d'une telle structure de gouvernance, c'est que finalement, on va avoir des contrats annuels qui sont renégociés tous les ans, donc qui peuvent intégrer par exemple des évolutions dans les cahiers des charges, des zones de tolérance différentes selon les années, etc. Mais finalement, on va avoir une pérennité des échanges, enfin, disons que la structure collective de gouvernance est complémentaire des contrats. Donc on va avoir des coûts de transaction qui peuvent être un peu plus élevés, puisque ces acteurs, par exemple, vont se réunir 4 à 5 fois par an pour rediscuter des contrats. Et en même temps, on a une capacité d'innovation accrue, puisqu'on a aussi des échanges qui se font entre opérateurs d'une même filière. J'aimerais simplement donc terminer sur le fait qu'il existe d'autres dispositifs de contractualisation existants ou encore à inventer qui peuvent embarquer un ensemble de services agro-environnementaux et une contractualisation pluriespèce. Donc là, moi, je me suis vraiment centrée sur des contrats qui concernent une production, mais donc Alain l'a évoqué aussi, les MAET, c'est déjà une forme de contrat entre l'État et les agriculteurs sur le respect, par exemple, d'une rotation. On a des contrats comme les contrats LUharmonie, qui sont des contrats qui sont sur les blés, mais qui vont englober un ensemble de conditions agronomiques, et par exemple le fait de planter des espèces mellifères, donc les légumineuses font partie des espèces mellifères. Donc ça c'est tout simplement pour ouvrir sur le fait que dans la contractualisation pluriannuelle, on peut aussi penser contractualisation pluriespèce. Donc en conclusion, la contractualisation, donc selon moi, c'est vraiment un levier à mobiliser pour engager les opérateurs dans la création de filières éco-innovantes et dans une démarche de progrès. Au-delà de la durée du contrat, la collaboration de long terme des opérateurs, ça nécessite de mettre en œuvre une structure de gouvernance ad hoc, c'est-à-dire en fait de penser conjointement des contrats qui vont être bilatéraux et verticaux et des dispositifs de coordination horizontaux qui peuvent soutenir la mise en œuvre de ces contrats.
Donc on a des cas d'écoles inspirants, comme je vous ai dit, donc la filière lin oléagineux chez Valorex, où je vous ai dit, donc il y a à la fois des contrats bilatéraux, verticaux, une association, et également, enfin on peut rajouter d'autres formes d'innovation, mais le label de Blanqueur. On a le cas donc, des filières légumineuses chez Calisol, où Alain en parlera dans les ateliers, il y a une mise en place de contrats multipartites. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, il y a aussi une confiance entre les agriculteurs qui se contractualisent et Calisol, parce qu'il y a aussi le contrat d'engagement coopératif, en plus donc, des GGE, comme il a présenté, de réflexion multi-espèces. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention.